8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports. Bienvenue et bonjour à vous, Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour à vous deux. Est-ce qu'on va manquer d'électricité cet hiver ? Alors non, ce qui a été dit par Barbara Pompili, c'est que du fait du confinement, des retards notamment dans les chargements en combustible de certaines centrales avaient eu lieu, et donc il pouvait y avoir quelques instabilités marginales temporaires du réseau, ce à quoi RTE va être évidemment très attentif. Mais pour les trains, vous savez que sur la haute tension, il y a un circuit qui est équilibré par nature, et sur la basse tension, nous avons des redondances par batterie, donc il n'y aura pas de problème pour faire rouler les trains cet hiver, et à compter de la mi-décembre, on en reparlera peut-être de façon un peu plus dynamique. Par contre, c'est vrai qu'il y a un sujet qui, à mon avis, devrait retrouver un peu de rationalité politique. C'est le sujet du nucléaire, c'est le sujet de l'hydrogène en lien avec le nucléaire. Parce que votre ministre de tutelle, Barbara Pompili, Monsieur Djebbari, affirme et explique que si on a des coupures, si on en a, c'est parce que la France dépend trop du nucléaire. Expliquez-nous, parce que là, on ne comprend plus rien. On marche sur la tête. La France dépend du nucléaire, puisque vous savez que son mix électrique, à 72%, vient de l'énergie. Dépend trop du nucléaire, dit-elle. Oui, j'essaie d'être factuel sur le sujet. La France dépend du nucléaire aujourd'hui. Vous avez un plan étatique qui vise à moins dépendre du nucléaire et donc à amener le mix énergétique à 50% de la part nucléaire à horizon 2035 et à combler les 25% avec de l'énergie renouvelable. Tout ça est très bien, donc il y aura toujours du nucléaire dans les 30-40 prochaines années en France. Et je pense qu'on devrait aussi réussir à apaiser ce débat qui est devenu quand même assez, éruptif sur le plan politique, parce qu'on a d'autres enjeux. Moi, je pense que l'énergie, vous voyez, c'est le grand défi des 20-30 prochaines années. Oui, mais pardonnez-moi, vous avez raison. Mais pour cet hiver-là, dans quelques semaines, si on se retrouve dans le noir en février, est-ce lié à la fermeture, pour raison idéologique, d'ailleurs d'un quinquennat à l'autre, de Fessenheim ? Non, mais je pense que là, ce dont on parle, c'est des coupures momentanées, temporaires, marginales, liées essentiellement au Covid. Personne n'avait prévu le Covid. Quand la décision de Fessenheim a été prise, en lien d'ailleurs avec la fermeture des centrales à charbon, nous nous sommes assurés que dans les différents scénarios, il y avait bien la disponibilité électrique dans des proportions qui sont tout à fait raisonnables. Donc ce matin, vous nous dites que cette fermeture de Fessenheim, il n'y a aucun lien avec les coupures qu'on pourrait avoir intempestives le mix cet électrique hiver. français a été pensé, a été construit, incluant la fermeture des 4 centrales à charbon et incluant la fermeture de Fessenheim. Et RTE fait des simulations dans différentes conditions de température, de conditions météorologiques pour s'assurer qu'il y a une disponibilité du réseau qui est extrêmement élevée. Mais monsieur le ministre, pourtant, on a besoin de rallumer des centrales à charbon. Oui, mais vous savez, l'énergie, c'est compliqué. Et tous les jours, vous faites des arbitrages. Vous importez de l'énergie. Parfois, vous en avez un petit peu moins. Parfois, vous avez de l'excès. Vous l'exportez. Parfois, vous l'importez. Donc, l'énergie, c'est compliqué. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de planification souvent. On a un haut commissaire au plan. On est en train de se construire en France. Très actif, n'est-ce pas, le haut commissaire au plan. On est en train de construire en France un plan hydrogène qui est très ambitieux. Et on peut être les leaders de l'hydrogène, je pense, d'ici à quelques années et pour très longtemps. Et donc ces sujets de l'énergie, il faut les aborder avec la volonté industrielle de se recréer des avantages comparatifs. Et avec rationalité. Je vous pose la question vraiment pour de la clarté pour nos auditeurs. Est-ce que la fermeture de Fessenheim, je n'en fais pas une obsession, mais quand même, pour faire quand même plaisir à certains, cette fermeture, est-ce qu'elle menace directement l'équilibre de notre système électrique, selon vous ? Ou alors il n'y a pas de lien ? D'abord, il y a toujours des coupures en France, ici et là. Donc il ne faut pas non plus penser que le réseau fonctionne à 100% tout le temps. Et les énergéticiens programment le mix énergétique avec ses aléas d'exploitation. Donc il y aura de l'énergie évidemment en France. RTE fait un travail extraordinairement vigilant pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème de long terme, pas de blackout. Et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, est-ce que vous nous demandez, à nous, citoyens particuliers, de faire des économies, des efforts d'énergie ? Une des voies d'avenir qu'on doit emprunter tous, c'est ce qu'on appelle la performance énergétique, c'est l'efficacité énergétique. Et on pense qu'en faisant des choses toutes simples, vous voyez, en mettant vos appareils sur veille quand vous n'êtes pas là, vous pouvez gagner jusqu'à 30% de votre facture. Donc on a tous un intérêt objectif à, économiser à la fois pour le portefeuille et pour le mix énergétique français, l'énergie qu'on consomme. Donc de ce point de vue-là, le message est effectivement passé. Malgré tout, si Fessenheim était encore ouverte, est-ce qu'on aurait eu de telles tensions sur le réseau ? Ah, vous voulez vraiment avoir une réponse claire sur Fessenheim ? Non, moi je vous dis qu'on a fait les choses sérieusement, que le gouvernement a fait les choses sérieusement et que le nord d'un gouvernement transparent, c'est aussi de dire les choses telles qu'elles sont. Donc d'annoncer qu'il y aura quelques difficultés des effets du Covid, ça s'annonce, ça se dit, c'est de la transparence et c'est bien ainsi. Et de dire que nous avons un appareil énergétique très robuste et des perspectives d'avenir, ça se dit aussi qu'il faut l'aborder de façon rationnelle. D'accord, on ne va pas importer d'électricité. On importe tous les jours de l'électricité. Donc si on se lance sur ces débats-là, on va... Non.
Écoutez, honnêtement, on a un atout incroyable en France d'avoir une énergie bas carbone. Ça nous permet aussi de ne pas être trop en retard sur nos objectifs de l'accord de Paris. Donc vous voyez, il faut savoir parfois dire les atouts et penser l'avenir de façon apaisée. Et vous nous avez dit en début d'interview, Monsieur Djebbari, que ça n'aurait pas d'impact sur les trains. Alors, sur les trains, justement, un auditeur ce matin qui hésite à réserver son train, disons, Bordeaux-Paris pour la période de Noël. Est-ce que vous lui dites de patienter encore ou bien de réserver sans attendre? J'ai d'abord 3 choses. L'évolution de la situation sanitaire dira, et on voit bien qu'aujourd'hui c'est plutôt positif mais encore fragile, dira quels sont les déplacements possibles. Et vous savez qu'il y a un point de rendez-vous, que le président de la République s'exprimera probablement prochainement devant les Français pour remettre cette visibilité-là. Deuxièmement, moi j'ai demandé à la SNCF d'être prête à compter de mi-décembre et d'avoir à la fois l'outil industriel qui est prêt, c'est-à-dire les trains qui sont prêts à rouler à compter de mi-décembre et jusqu'au 4 janvier, et d'avoir les réservations qui sont possibles, sachant que toutes les réservations qui sont faites aujourd'hui, elles sont aujourd'hui, demain, après-demain, elles sont échangeables. Mais ce matin, l'auditeur, vous lui dites oui, réservez, allez-y, et je finis, ou attendez. Ce que vont faire les Français d'une manière générale, on l'a observé pendant l'été. Les Français, ils vont attendre, parce qu'ils ont compris, à raison, que la situation sanitaire, elle est fragile et que la vraie possibilité dépendra de ce que dira le président, notamment dans ses futures allocutions. Mais les Français, vous savez, pendant l'été, ils ont attendu les 10 derniers jours pour réserver. Plus de la moitié des Français ont attendu les 10 derniers jours pour réserver. Donc je pense que les Français vont attendre que le go sanitaire soit donné. Donc vous revenez sur ce que vous avez dit, Monsieur le Ministre. Non, je reviens pas du tout. Il y a quelques jours, vous nous conseillez de réserver et là, vous nous dites attendez un petit peu. Mais c'est peut-être la prudence qui vous guide désormais. Je reformule. Les Français peuvent réserver sans risque puisque les billets sont échangeables et annulable sans frais jusqu'au dernier jour. Donc, si vous voulez réserver votre train pour Marseille, vous pouvez le faire. Ce que moi, comme ministre des Transports, je ne peux pas vous garantir, c'est que les déplacements seront possibles pour des motifs de loisirs. Mais oui, vous pouvez réserver et oui, vous pouvez annuler sans frais jusqu'au dernier jour. Donc, en cela, votre auditeur ne prend pas de risque financier à réserver. C'est ça que je voulais dire. Et je dis exactement la même chose aujourd'hui qu'il y a 2 jours. Le PDG, c'est un signe de cohérence de se répéter. J'essaye, oui. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui était à ce micro il y a quelques jours, Monsieur Djebbari, nous dit oui, mais la SNCF, elle est prête, mais il nous faut ce fameux go sanitaire avant ou au plus tard le 1er décembre. Est-ce qu'il l'aura? Est-ce qu'à cette date butoir, vous pourrez dire clairement, eh bien, allez-y, on pourra faire l'effort de 100% de train, de TGV? Mais ce sont les discussions qu'on a eues en Conseil de défense, au Conseil des ministres, que de dire qu'il y a effectivement un ton incompressible et qu'il faut donner de la visibilité, pas qu'à la SNCF, aux acteurs du monde économique, aux petits commerçants, et donc de la visibilité. Et c'est vrai qu'il y a un appareil industriel qui a un temps un peu incompressible de 2-3 semaines pour se mettre en route. Et donc oui, nous donnerons de la visibilité sur ces sujets-là dans les délais qui sont... C'est-à-dire le 1er décembre, nous saurons et le patron de la SNCF le saura. Il faut entre 2 et 3 bien sûr, semaines. pour qu'il s'adapte. Voilà. Bon, très bien. Vous parlez pas beaucoup des avions pour un ancien pilote? Mais si, je parle souvent. On me reproche d'ailleurs souvent de trop en parler. Donc vous voyez, je parle de tous les, moi, je tous les transports. Et je ne vais pas vous demander si les Français doivent réserver les billets. D'ailleurs, mais très sérieusement, Monsieur le Ministre, la situation est très tendue aussi pour les aéroports français, on en parle peu. Ils réclament l'aide de l'État pour éviter des cessations de paiement et des licenciements. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin? 3 choses. D'abord, vous savez que les aéroports comme les compagnies sont confrontés à la crise sanitaire très impactante, à la crise économique, vous l'avez dit, et l'État est présent auprès des compagnies. Rappelez-vous le soutien à Air France qui aide notamment, mais pas que, à l'ensemble des compagnies aériennes. Et nous avons aidé jusqu'à présent 89 aéroports. 89 aéroports, non seulement avec des prêts garantis par l'État, avec de l'exonération de charges, avec du report des redevances, etc., etc. Le modèle économique des aéroports est très dépendant de la reprise du trafic. Ouais. La reprise du trafic, c'est dépendant de la sécurité sanitaire. Alors, on a trouvé jusqu'à présent un mode opératoire pour faire circuler des volumes d'avions qui sont quand même très réduits par rapport à ce qu'on connaissait précédemment. Tant qu'on n'aura pas résolu... Est-ce qu'il y a un langage de vérité, très sincèrement, ce matin? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'il y a... C'est dur à dire pour certains, mais qu'il y a trop d'aéroports, de petits aéroports qui sont fragiles et qui ne vont pas résister, malgré vos aides. Mais je vais répondre très concrètement à cette question. Il y a 2 sujets. Le modèle économique ne revient... Enfin, en tout cas, on aura à nouveau de la rentabilité des aéroports que quand on aura des circulations fluides, c'est-à-dire un traitement efficace ou un vaccin sûr et efficace. Et vous voyez bien que de ce point de vue-là, on va dire, l'horizon s'éclaircit un petit peu. Les aéroports, notamment les aéroports régionaux, c'est vrai que vous avez des régions dans lesquelles vous avez 11 aéroports régionaux, qui par ailleurs, parfois, ont été mis en concurrence à l'intérieur des régions, parce que les low-cost sont venus, notamment certains opérateurs low-cost sont venus faire pression. Et le ministre en charge des Transports peut dire ce matin qu'il y en a qui ne vont pas résister, que c'est le modèle économique qui le veut. De toute façon, il y a déjà des aéroports qui ont fermé dans plusieurs régions. Moi, je tiendrai début janvier une grande réunion en conseil ministériel sur ces sujets. Bon, ça nous rassure si vous tenez une grande réunion?
Pardonnez-moi pour le ton ironique, mais qu'est-ce qui mais- sera décidé pour ces acteurs qui vous la réunion, écoutent ce matin? elle vise pas seulement à palabrer, elle vise à prendre des décisions. C'est-à-dire que les aides sont ce qu'elles sont et elles sont importantes. Nous aurons à décider de la connectivité aussi entre territoires, aussi c'est des sujets d'aménagement du territoire. Vous savez qu'en plus de tout ce qu'on a dit, Air France sur son réseau intérieur est en grande restructuration. Oui. Il faudra voir où Air France reste, où Air France met Transavia, quels opérateurs régionaux peuvent se substituer, etc., pour garantir aussi une équité dans les territoires. Monsieur le ministre, à quand vous envisagez, s'il est possible évidemment, de donner une date ou un horizon, un retour à la normale, quasi à la normale du trafic aérien? Je pense que premier semestre, on verra si on a un vaccin sûr et efficace, on verra quand même le trafic reprendre, certainement plus sur le loisir que sur les vols affaires, parce que sur l'affaire, vous avez le télétravail, et puis vous avez des entreprises qui ont pris d'autres habitudes. C'est plutôt optimiste ou alors c'est réaliste Non, moi je pense qu'on aura un décrochage en 2021, en 2022, et toutes les études un peu sérieuses sur le sujet nous disent que la vraie reprise c'est plutôt 2023, 2024, sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres crises qu'on n'avait pas prévues d'ici là. Mais il semble effectivement que 21 et 22 seront encore des années difficiles pour le transport aérien et d'ailleurs d'une manière générale pour les transports. Vaste défi, évidemment. Merci. Intéressant défi. Évidemment aussi. Merci Jean-Baptiste Djebbari d'avoir répondu à mes questions ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs qui savent s'ils peuvent réserver un train, il sera remboursable, annulable, etc. Merci beaucoup, Merci Sonia à vous. Mabrouk.